Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ces 48 heures sans trop de problèmes. Bah écoutez, moi ça va, donc comme je vous expliquais vendredi, je suis allée à Saint-Pos avec mon fils, on a pris ma paillette, non parce que l'autre elle vomit, et puis l'autre elle s'est fait une compression médulaire, donc elle arrive plus trop à marcher, donc là on devait marcher, et puis ma paillette, comme elle est née en Roumanie, ben, elle était dans la campagne, et donc ça lui manquait la campagne, donc j'ai dit, ben, on va l'amener à Saint-Pos. Et c'est vrai que, ben, on n'aurait pas dû. Parce que du coup, une sécheresse, je vous explique même pas, alors plus d'arbres, les arbres pétrifiés, ah oui, 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 du sable, à perte de vue, des cactus. Oui, non, non, la végétation s'est complètement transformée. Ouais. Bon, je pense que vous avez compris que c'était ironique. Non, effectivement, la végétation était très verte, il y avait la rivière. On s'était mis au bord de la rivière, on écoutait la rivière, c'était magnifique, il n'y avait pas eu de bruit, il n'y avait personne, puisque les gens travaillaient. Et donc on a bien profité, on a pique-niqué là-bas. Bon, on n'avait pas le droit, parce que celle qui la garde est venue à cheval, puisque le cheval a senti le chien. Et donc du coup, elle nous a fait partir, heureusement qu'on avait mangé et tout, parce que du coup on aurait été un peu chafouet. Et parce qu'en fait, le parc fait 1700 hectares, et il n'y a pas un seul endroit pour promener son chien. Donc, oui, je comprends. Pendant les vacances, machin et tout, je comprends, les week-ends, tu vois, parce que bon, effectivement, il y a beaucoup de monde qui va à Saint-Pos. Mais, la semaine, pendant que les enfants ils sont à l'école, laisse au moins des horaires, des créneaux, je sais pas. Non, non, pas du tout. Donc, du coup, voilà, nous a fait partir. Bon, du coup, j'ai ramassé du crottin de cheval pour mes plantes. Eh ouais, non, je suis revenue avec deux Tupperware. Eh oui, ben, tant qu'à faire, hein. Et voilà, j'ai fait comme Francis Lalanne. Ah ouais, j'ai fait un câlin à un arbre. Ah oui, non, ça fait du bien de sentir la campagne. Et donc, je vous mettrai à la fin, puisqu'on est sur écologie, je vous mettrai à la fin des magnifiques photos du parc de Saint-Pos, parce qu'il y a un platane, il a 5 troncs. Il doit être putain de vieux, le truc. Il est magnifique. Et il y a une cascade et tout, c'est magnifique. Et ouais. Donc non, il n'y a pas de sécheresse. Non, parce que sinon la petite rivière, elle serait sèche, tu vois. Vu qu'il n'a pas trop plu, ben là, il y avait de l'eau. Donc du coup, je pense que la sécheresse n'existe pas, en tout cas à Saint-Pos. Voilà. Alors, j'ai regardé Indiana Jones. Bon, vous allez dire, rien à foutre, mais ouais, bof. Alors au début, ça allait, mais la fin, et puis c'est vieux maintenant, lui. Hein. Ah, vous savez que Bruce Willis, c'est pas lui qui joue. Non, parce qu'il avait arrêté de tourner, on est ok. Et sur mon truc, là, STB, là, je sais pas quoi, j'ai plein de films de Bruce Willis. Et en fait, il fait des fast time, je sais pas quoi. En fait, c'est un acteur, c'est un mec, et on lui met la tronche de Bruce Willis. Et il paraît que peut-être ils vont faire ça avec Indiana Jones. Je ne savais pas. Vous voyez, comme quoi, des fois, on apprend des trucs. Et donc, il paraît qu'ils ont demandé à, je crois... comment il s'appelle là, celui qui fait Nick Fury, Samuel L. Jackson, et je crois qu'il a dit non. Ouais, du coup, ouais, bon, tu me diras que bon, celui, c'est un jeu d'acteur, bon, c'était pas non plus, tu vois. Alors, écologie, que du beau, que du bon, je pense qu'on va rigoler encore cette fois-ci. Non, parce que j'aime bien, en ce moment, faire beaucoup d'humour. Ouais, non, non, parce que du coup... Alors, nous allons commencer. Ah oui. Oh ben... Est-ce que je finis pas par celle-là, du coup? Ouais, non, parce que du coup, elle est tellement rigolote. Bon, je vais attendre. Je vais pas faire celle-là en premier, parce que je risquerais après de casser tout le délire. Voilà, on va commencer par des trucs, ouais, pas top. Voilà, allez, on va commencer par des trucs pas top, et on va finir par des trucs rigolos. Hein, d'accord? Allez, on est parti comme ça. Alors, déjà, les cookies m'ont gonflé. Pollution au perfluoré, des taux inquiétants relevés dans une ferme bio près de Lyon. Des nouvelles analyses alimentaient la polémique sur les pollutions au perfluoré. L'entreprise Arkema, déjà visée par un référé pénal environnemental, est à nouveau pointée du doigt. Alors, attendez. On a sur les épinards, dépassant les valeurs indicatives. Ok. Alors. Et ouais, parce que si dans les produits bio, ils retrouvent un taux supérieur que dans les produits non bio, ouais, ils vont pas pouvoir les vendre en tant que bio. Ouais, ça c'est sûr. Donc ils vont perdre des pépettes parce qu'ils vont les jeter en plus, tu vois. Juste parce qu'ils ont des perfluorés que les autres ont,
Mais que comme cela c'est des bio, non, c'est pas possible. On peut pas les vendre non bio. On est obligé de les détruire. Ah oui, non mais... Les PFAS. C'est quoi? Les PFAS sont une famille de plus de 4700 molécules de synthèse produites par l'homme depuis les années 40. Leurs propriétés physico-chimiques qui incluent leur résistance à la chaleur, aux acides, à l'eau et aux graisses les rendent utiles dans de nombreux produits de consommation courante et applications industrielles tels que les textiles, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les poêles anti-adhésives, les mousses anti-incendie, les imperméabilisants, les cires à parquet, les vernis et les peintures. Ouais, fait tout quoi. Alors, cependant, leur large utilisation combinée à leur faible dégradation les rend omniprésents dans l'environnement, notamment dans les cours d'eau. Certains ont développé des pathologies liées à la contamination, dont plusieurs hypothyroïdies et un cancer des testicules chez un enfant de 20 mois. Ah, ouais. Ah ouais, non, mais je te dis, ils ont décidé de couper tout à la base. Ah oui, non, non, mais... Pour mémoire, 13 maires de communes du sud-ouest lyonnais avaient annoncé leur volonté de porter plainte. Non, mais ça va, c'est pas dangereux. Non, ça va, les perfluorés? Non, rien que le nom, perfluoré. Oui, non, alors, perfusion, tu vois, fait bon. De réduire les rejets de plus de 90% à ce stade. Ah oui, il compte. Oui, là, 3,5 tonnes par an. Ah, et ouais. Ça fait beaucoup. Ah oui, non, ça fait quand même un peu beaucoup. Bon, ben voilà. Non, c'est bien. Mais n'empêche, dans Heidi, vous voyez le nombre de gens, parce que je regarde Long Island Medium. Magnifique, putain, de long que je pleure. Bon fait. Et ben les mecs, oui, il est mort d'une maladie rare. Il est mort d'une maladie rare. Il est mort d'une maladie rare. Les mecs, ils ont 50 millions de maladies rares là-bas. Non, non, mais... Alors, les trucs pas rigolos. Ah, eh ben voilà. Vous l'avez vu celui-là? Le Monde.fr, Pays-Bas, un cargo transportant des milliers de voitures toujours en feu, une opération de déplacement en cours pour éviter un désastre écologique. Ah, t'as peut-être dû parler, il a dû couler. Ah ouais, il a dû couler. Non, mais je suppose que les populations, j'allais dire... Ouais, les populations d'animaux, autour de là où il a coulé, à mon avis, doivent être en bonne santé. Ouais, parce qu'en fait, ce sont des voitures électriques et les batteries qui ont pris feu, et tu peux pas le... En plus, c'est fermé. Donc, tu vois, cuisson à l'étouffée, et donc, ça a dû monter à des températures hallucinantes, et donc, tu peux pas... voilà, 3783 voitures neuves, donc 498 véhicules électriques. Un marin de mort. Voilà, mais c'est bien l'écologie. Alors déjà, pour les transporter par voie maritime, déjà, tu pollues, à part si le cargo, il a des panneaux photovoltaïques, ce qui m'étonnerait. Et en plus, là, c'est mort. En plus, le truc, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un bunker, quoi. Tu vois, c'est un truc en fer. C'est tout à l'intérieur, c'est mort. Futura. Pas de retour en arrière possible. La capture du CO2 ne résoudra pas le problème de la sécheresse. Oh, mais comment on va faire? Nous, maintenant, on n'a plus de voiture, on n'a plus rien. On a fait tout ça pour rien. Certaines régions du monde sont aujourd'hui soumises à des conditions nouvelles de sécheresse notamment difficiles à vivre. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre permettra d'éviter que cela n'empire trop, mais capturer le CO2 présent dans l'atmosphère n'inversera pas le sens de la marche du système climatique. Pas dans l'immédiat en tout cas. Oh ouais, bah écoute, une question se pose. Quelle est l'efficacité réelle des mesures de capture de CO2 sur le climat? Des chercheurs de l'université de Virginie nous donnent aujourd'hui matière à réfléchir. Ah, d'accord. Ah, ça va être compliqué alors. Des sécheresses toujours marquées, même après capture du CO2. Ils se sont penchés sur les effets que la capture du CO2 pourrait avoir sur celle que les climatologues appellent la circulation de Hadley. Comprenez un vaste mouvement atmosphérique qui remonte l'air chaud de l'équateur jusqu'aux régions subtropicales. Or, depuis 1980, les chercheurs observent que cette circulation a progressé vers les pôles de 0,5 à 1 degré de latitude par décennie, avec pour principal effet une augmentation de la fréquence des sécheresses. Eh bien, c'est sûr que si l'air chaud y remonte, eh oui, c'est sûr que du coup, on va plus avoir de sécheresse. C'est dur à dire, sécheresse. Les chercheurs ont compté sur un modèle informatique pour d'abord quadrupler la concentration de CO2 dans l'atmosphère, puis pour la ramener à zéro. Comme si la technologie avait pu capturer tout le CO2 présent dans l'air.
Non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague. Les mecs, ils ont fait des modèles pour enlever carrément tout le CO2. Mais chérie, s'il n'y a plus de CO2, il n'y a plus de plantes. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus de vie. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi encore? Ah, je suis tombée encore sur une perle. Ah non, ouais, non, mais... Alors, attendez. Professeur au département de sciences de l'environnement. Ah ouais. Si le changement climatique entraîne un changement des conditions météorologiques qui favorise la sécheresse dans certaines régions, l'élimination du CO2 ne rétablira pas nécessairement les conditions de précipitation normales de cette région. Eh ouais. Capturer le CO2 n'évitera pas les sécheresses. Ben, nous, ça va, hein. Bon, écoute, je vais te montrer les photos après. Tu vas voir comme c'était vert, c'était beau. Alors, en plus, mon fils, lui, il a son Samsung, elle était encore plus belle, les photos. Ah ouais, non, non, il a pris des photos magnifiques. Alors, fracture climatique, facture. Les feux au Canada ont libéré 3,5 fois les émissions annuelles de CO2 de la France. Oh, il faut porter plainte. Ah ouais, Canadiens. Tiens, tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, ils nous ont pété toute notre... Voilà, ils nous ont pété notre ZFE. Ah ouais, nos ZFE, voilà, ils nous ont pété nos ZFE. Ouais, je vous montre la courbe. Non, je vous montre la courbe. Ouais, non, faut la voir quand même. Ouais, ouais, non, faut la voir. Vous voyez le truc là qui monte? Ben voilà. D'accord, c'est le volcan. Et d'ailleurs, au gars, Tonga là, c'est du sulfure de je sais pas quoi, de soufre qui... Des mille... 1 million de... Oui, parce que de stades de foot, je sais pas pourquoi. Donc 1 million de stades de foot. Ah ouais. En plein chaos climatique, des forages pétroliers pourraient être autorisés en France. Mediapart.fr. Bon, oui, je suis con, hein. 1 euro. Lui aussi, la Manche. Ah ouais. Alors, l'industriel canadien Vermilion a demandé à l'État français son aval pour forer 8 puits de pétrole au cœur de la forêt de la Teste de Buch, en Gironde. Je n'ai pas parlé de ce truc, mais c'est pour autre chose. L'an dernier, ce massif forestier avait été ravagé par un méga feu attisé par... Ah oui, qui portait plainte et tout. Non, c'est pas ça. Ah oui, je crois. L'automobilemagazine.fr, il n'y a pas de parti pris. Non, il n'y a pas de parti pris là. Une étude américaine met à mal le coût kilométrique d'une voiture électrique. Oh bah c'est sûr. Avec un litre d'essence à peu près de 2 euros et 1 kilowatt en abonnement classique privé à 22 centimes, il est clair que la voiture électrique semble imbattable une fois le surcoût à l'achat digéré. Oui, c'est sûr. En prenant en compte des pertes plus que généreuses, 30% à la charge avec une prise domestique, une Renault... Ah ouais, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup quand même. Un tiers. La Renault Zoé consommant 20 kilowatts pour 100 km coûterait aux alentours de 5,70 € les 100 km, soit un prix au kilomètre de l'ordre de 5 centimes. Une Renault Clio, 6 litres et 111 centimes. 2 fois plus élevé que la Zoé. Ah ouais. Pourtant, une étude américaine d'une entreprise spécialisée dans l'audit, la recherche et le conseil tente de mettre à mal la principale qualité d'une voiture électrique, un coût au kilomètre réduit. Dans son rapport, Anderson Economic Group explique qu'en l'état actuel des choses, et aux États-Unis, c'est important de le préciser puisque le prix de l'énergie diffère totalement de la France, la plupart des véhicules thermiques sont moins coûteux à l'usage que les électriques. Une seule exception, les modèles de luxe, puisque cela coûte bien plus cher de faire le plein d'un gros SUV ou d'une berline gourmande que son équivalent électrique. Alors, les Dead Miles, ces kilomètres perdus qui servent juste à chercher et rallier un point de ravitaillement. Ah oui, c'est ça qui est con. Ah oui. Ah ouais, c'est que les pompes à essence se tiennent à peu près de partout. Cela expliquerait donc en partie qu'une Honda Civic Essence soit moins chère à faire rouler qu'une Nissan Leaf ou bien qu'une Subaru Outback, pourtant pas réputée pour sa frugalité, soit plus avantageux qu'une Tesla Model 3 ou une Volkswagen ID4. Eh ouais. Ah ben là j'ai vu la réclame d'une voiture que tu ouvres avec ton téléphone. J'ai putain c'est chiant si on te vole ton téléphone. Tu peux plus prendre ta voiture. Ah ouais. Ou alors imaginons tu te fais agresser, tu vois, tu es à la campagne et tout, tu te fais agresser, tu perds ton téléphone, tu peux plus partir en voiture. T'échapper en voiture. Ah ouais, c'est con là aussi. Ou il y a le feu, tu vois, et tu oublies ton téléphone dans la maison, tu pars, il y a le feu chez toi et tu peux pas prendre ta voiture. Et tu es entouré de flammes et tout. Ouais, c'est con aussi. Ah ouais. Préfère mieux avoir la clé de ma modus, tu vois. Parce que là, déjà, rien que tu perds le clic-clic, tu peux plus ouvrir la malle. Je sais pas pourquoi, parce que les portières sont centralisées. Mais bon. Alors. Ah, bah oui, alors non, celle-là, elle est rigolote.
Alors, donc, du coup, celle-là, je vais la garder pour après. Les États-Unis investissent dans 2 projets géants de captage de CO2. Les Échos, je vous en avais parlé. Avec 1,2 milliard de dollars, c'est le plus gros investissement jamais réalisé dans cette technologie. La capacité de chacun des 2 projets sera 250 fois supérieure à celle du plus gros site de captage existant. Non, mais c'est surtout, alors, situé au Texas et en Louisiane. Alors, ils visent à éliminer chacun 1 million de tonnes de CO2 par an. On va plus avoir un seul brin de végétation. Je pense qu'ils veulent transformer, c'est pas des martiens. Non, parce que du coup, je me dis, est-ce qu'ils voudraient pas transformer notre Terre comme leur Terre, enfin, comme leur planète, tu vois, Mars, désertique, il n'y a plus rien? Non, parce que du coup, ils nous cassent les bonbons depuis des dizaines d'années en nous disant que si on continue, on va ressembler à Mars. Mais finalement, oui, en faisant ça, effectivement, on risque de ressembler à Mars. Alors, ça fonctionne, 4000 tonnes. Ok. Alors, 27 sites de captage de carbone dans l'atmosphère sont déjà en service à travers le monde. Mais à petite échelle. La méthode est considérée comme nécessaire par le GIEC. Moi, je vous dis, ils ont un souci, le GIEC. Le GIEC. Par exemple, lutter contre le réchauffement. Ils ont un problème. Je pense que lui qui a les yeux comme ça, à droite et qui part à gauche, à mon avis, c'est, vous savez, comme dans les films. Tu vois? Non, non, mais dans une note récente, un groupe d'experts, d'accord, technologiquement, économiquement, non prouvés à grande échelle, et font peser des risques environnementaux et sociaux inconnus. Ah bah oui, comme le GNL, le gaz de schiste. Bah oui, parce que maintenant, quand ils ouvrent l'eau, ben, il y a des flammes. Enfin, tu allumes, il y a des flammes. Ah oui, non. Réduire seulement nos émissions ne renversera pas les conséquences grandissantes du changement climatique. Nous avons besoin de retirer le CO2 que nous avons déjà émis dans l'atmosphère. Et donc, ben, je vais finir par les trucs les plus rigolos, parce que du coup, on va quand même un peu se fendre la poire, hein, au moins pour le week-end, hein, avoir un bon week-end peut-être, commencer sur une bonne note. Donc, je vais récupérer tous les articles que j'ai mis avec des piou-piou, parce que du coup, putain, mais mort de rire, quoi. Non, non, mais mort de rire. Ah ouais, j'avais plus de ventilateur, c'est bon, je suis en train de mourir. Alors, je sais même pas comment il faut le prendre. Non, non, sérieux. Jeuxvideo.com. SpaceX. Je te dis bon. La dernière fusée d'Elon Musk. Non, non, écoutez bien. La dernière fusée d'Elon Musk a peut-être percé un trou dans l'espace. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, alors, s'il a percé un trou dans l'espace, déjà, c'est que l'espace, c'est pas du vide. On est d'accord, parce que tu peux pas percer un trou de vide, en fait. D'accord? Tu perces un trou dans le mur, tu perces un trou sur une planche, tu perces un trou dans un fromage, tu vois, mais tu peux pas percer un trou dans du vide. Et ensuite, pourquoi celle-là aurait percé un trou et pas les autres? Pas depuis 1970, en fait. La question. Percer un trou comment? Alors, il va nous répondre. La fusée Falcon 9 a été lancée le 19 juillet depuis la Vandenberg Space Force. Bon, on s'en fout. Alors, le problème, ce lancement aurait peut-être provoqué un trou dans l'ionosphère terrestre. Oh, mais alors c'est peut-être que les autres ne vont pas jusque-là. Ah, peut-être c'est la seule à avoir dépassé la ionosphère terrestre. La ionosphère est un ensemble de couches de la haute atmosphère entre 80 et 650 kilomètres. C'est-à-dire, bon, d'ici à Paris. Tu vois, donc c'est pas super, waouh, c'est pas super haut. Tu vois, enfin, au-dessus du niveau de la mer. Ben ouais. Quoi, au niveau de l'Everest? Non, je sais pas. Dans laquelle ions et électrons ont une densité suffisante pour réfléchir les ondes électromagnétiques. C'est par l'ionosphère que passent nos communications radio, par exemple. Eh ouais, peut-être ça le problème aussi. Et puis le projet HARP aussi. Ah oui, qui s'occupe un peu aussi de la ionosphère. Ah oui. L'info nous provient de l'astrophysicien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Le scientifique vient de déclarer chez nos confrères de spaceweather.com qu'il était tout à fait possible qu'un trou ionosphérique ait été créé par le lancement de la fusée d'Elon Musk. Les trous percés. Alors, non, alors attendez, on arrive dans le sujet, le gros du sujet, le gros du dossier.
Les trous percés dans l'ionosphère par les fusées sont reconnaissables à leur couleur rouge, caractéristique due à la réaction des ions d'oxygène de cette couche avec les électrons des gaz d'échappement de la fusée. Ok. Ce phénomène libère de la lumière dans la même longueur d'onde que les aurores rouges. Sûrement. Moi, je connais que les vertes. Ouais, je suis désolée, moi, je connais que les aurores boréales, aux vertes. Pourquoi les trous dans l'ionosphère provoqués par l'entreprise d'Elon Musk peuvent être problématiques? Mais pourquoi? Mais quel est le délire? Alors, puisque les humains lancent de plus en plus de fusées dans l'espace, ce phénomène de déchirement de l'ionosphère est donc observé relativement souvent. Eh ben alors, un ou deux petits trous, ce n'est pas grave. Des petits trous, un petit trou, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, C'est pas ça? C'est pas le poinçonneur des lilas? Alors, non mais sérieux, si l'ionosphère se transforme en gruyère, c'est-à-dire que le gaz, une fois que la fusée elle est passée, oui, lui en fait, pour lui, c'est dur, c'est matériel, c'est un truc dur. C'est-à-dire comme une planche, une fois que tu as fait le trou, eh ben, il reste. C'est pas du gaz. Les électrons ne reprennent, enfin, ne comblent pas le trou. D'accord, ok. Notez que SpaceX s'est déjà rendu responsable d'autres trous. Il a le problème de trou, lui. Il devrait aller voir Bruno Le Maire. Ah ouais, lui, il est plein de rondelles. Ah oui, non. Tu vois, là, oui, non, parce que là, au point où on en est, entre les trous et les rondelles, je vais te dire, non, non, mais c'est rigolo. Non, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, non, mais c'est une blague. Non, non, c'est une blague. Le mec, il voit la fusée passer dans, je sais pas, une planche, comme une vis, enfin, comme une perceuse. Tu vois? Non? C'est bien. C'est quoi l'ère de l'ébullition, cette nouvelle phase qui vient après celle du réchauffement climatique? Le nouvelops.com. Non mais des fois je me dis, mais est-ce que les mecs ils sont sérieux quand ils écrivent des trucs comme ça? Oh putain. Copernicus. Ah mais jugez cette prévision extrêmement probable. Ah oui, non mais c'est sûr. Ah non, mais mort de rire. Ah ouais. L'ébullition mondiale. Ah ouais, non. L'ère du réchauffement climatique mais c'est dans ton cerveau qu'il y a une ébullition, franchement. Ah ouais, ouais. Vague de chaleur, sécheresse, précipitations intenses. Bah, donc il n'y a pas de sécheresse si après il y a des précipitations intenses, tu vois. Tempête trop. Mais il y en a toujours eu, chérie. Et Katrina? Non, non, mais Katrina. Lol. Le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Bah ouais, bah ça arrive. Oh, mon Dieu, elle est toute rouge. Regardez, elle est toute rouge. Oh, mon Dieu, on va tous mourir brûlés. Oh là 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 là. Eh ben voilà. Vous voyez, quand je vous disais, il y en a qui disent que c'est l'ère de l'ébullition. Voilà, comme le phénomène El Niño. Eh ouais. Bah, ça va, j'ai peu, hein, la Terre. Je vais te dire, elle a raison, hein. On fait de la merde. Ah, je vais te dire, hein. Qui sème vent récolte la tempête. Ah oui. La récente baisse de la pollution des navires contribuerait au réchauffement des océans. Ah non, mais je vous ai dit, c'est une blague. Non, non, mais là, c'est blague à Toto. Ah oui, non, mais là, on est dans les blagues à Toto, là. Alors, non, non, mais, lemonde.fr. Ah non, mais, ah oui, non, mais là, c'est, ah ouais, non. Début août, dans une synthèse d'articles de recherche récents sur l'impact, alors, sur l'impact climatique de la nouvelle réglementation abaissant fortement la teneur maximale en soufre du fioul utilisé par les bateaux. Ok. Pour réduire les émissions de particules fines. Ok. Mais elle a un impact sur la formation et la réflectivité des nuages de basse altitude qui renvoient une part du rayonnement solaire. Eh ouais. Eh, c'est con, hein. Ah ouais. Non, mais je vous ai dit, à un moment donné, c'est paradoxal. Ah oui, là, c'est paradoxal. Tote bags, nuages artificiels, les pires fausses bonnes idées écolo. Mais pourtant, les nuages artificiels, ils existent déjà. Ah bon, oui, une traînée de condensation super naturelle. Ah ouais. Par les avions. Hein? D'ailleurs, j'en ai un, là. Une récente synthèse d'études scientifiques suggère qu'en améliorant la qualité de l'air, on accélère le réchauffement climatique. Un dilemme écologique. Ah bah oui, c'est sûr.
Il y a deux effets combinés. D'un côté, les particules polluantes renvoient directement une partie de rayonnement. Oui, mais l'emprisonnent la nuit. C'est ça le problème. C'est que normalement, les nuages, enfin d'après ce que j'ai compris, il y en a plus la journée que la nuit. Et donc, peut-être, sûrement. Mais en tout cas, les rayons solaires, ils rentrent moins, mais ceux qui rentrent, ils repartent plus. Vous voyez? Donc du coup, c'est pas bon. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup plus qui rentraient, mais ils repartaient presque tous. Tandis que maintenant, il y en a beaucoup moins, mais ceux qui rentrent, ils restent. Comme un miroir de l'autre, elle modifie aussi les nuages, augmentant leur réflexion. Autrement dit, grâce à la pollution liée aux combustibles fossiles, le réchauffement climatique atteint aujourd'hui seulement 1,1 degré de plus que lors de l'ère pré-industrielle. Sans elle, nous serions déjà à 1,5. 0,4 de gagné. Voilà, il y a écrit ça. 0,4 de gagné. Eh ouais. Créons des nuages. Alors. Non, c'est pas possible. Injectons-en dans la stratosphère. Elles ne pollueront pas, mais réfléchiront les rayons du soleil. Une technique de géo-ingénierie. Ben alors, Marianne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vires dans le complotisme? Moi, je dis quoi, cette histoire? Pour refroidir artificiellement la planète qui séduit de plus en plus les adeptes. Non, vous savez que normalement les chemtrails, normalement c'est jusqu'en 2025. Et vous allez voir que c'est pas con. Parce que du coup, alors, ils avaient dit ça sur la Terre plate, hein, il n'y a pas de souci. Et j'assume. Et en fait, donc ils avaient dit que normalement c'était jusqu'en 2025, de 2005 jusqu'en 2025, pendant 20 ans. Ils comptaient lâcher du bio dans l'atmosphère. Et donc, putain, attendez. Les traînées de condensation des avions de plus en plus décriées pour leurs conséquences climatiques. Le monde.fr. Oh, ben vous allez voir que comme par hasard, en 2025, il n'y en aura plus. Eh ouais. Ils vont vous dire que parce qu'avant 2005, il n'y en avait pas. Non, mais moi je vous le dis, il n'y en avait pas. Parce que moi, ma fille, elle est née en 2006. Et en fait, c'est elle, un jour, elle était petite, elle avait 2 ans. Et elle même pas, 1 an et demi. Et je l'amène au parc. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me montre le ciel. Mais je dis, ouais, et donc? Et elle me montre les traînées, en fait. Elle me montre les traînées. Non, mais un truc de fou, elle m'a montré les traînées. Et je dis, ouais. Et d'un coup, je capte qu'en vérité, il y avait des traînées. Et que moi, à mon époque, quand j'étais jeune, jusqu'à ce que je m'en rende compte le jour où elle me les montre, quand il y avait le Mistral, il y avait jamais des traînées. Normalement, une traînée de condensation, elle est comme ça derrière l'avion, tu vois. Elle reste pas pendant des jours et des jours dans l'atmosphère, tu vois, ta traînée de condensation. Donc, c'est comme ça que je me suis renseignée sur les chemtrails, et c'est comme ça que j'ai connu, après, par la suite, la Terre plate, machin et tout. Je ne fais pas d'association chemtrails, mais c'est pour vous dire qu'ils en parlaient. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis renseignée sur les morgiolons, là, je sais pas quoi, enfin bon. Et ils avaient dit que normalement, c'était jusqu'en 2025. Déjà critiqué pour ses émissions de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique, le transport aérien commence à être montré du doigt. Et oui, voilà. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire, comme quoi, des fois... Et je crois que j'en ai plus qu'un. Eh oui. Et donc, on va faire celui-là vite fait, parce qu'il doit être rigolo aussi. Ah, mais non, on va finir sur celui-là, sur celui du jet. Attendez. Il est où? Ah, ben non, on va finir sur un truc de paradoxal. Voilà, comme ça. Quand je vous dis qu'on vit dans un monde de paradoxes. Le monde.fr. Pendant que Macron alerte sur le fléau du plastique, l'Élysée commande des centaines de milliers d'articles jetables pour ses cuisines. Moi, il fait la promotion, il fait la pub. Ah ben oui, il fait la pub. La présidence de la République a conclu un contrat de fourniture de matériel de cuisine jetable, fermant la porte à des solutions alternatives, comme le réemploi ou les matériaux durables. Ben, je sais pas, ils ont pas des couverts? Ils ont vendu les couverts. Ça y est, ils ont vendu l'argenterie. Ouais, c'est comme on dit, hein, on dit ça. Ils ont vendu l'argenterie. Et oui, maintenant, ils vont avoir les assiettes en carton, quand ils vont recevoir les chefs d'État, des fourchettes en bois, des pailles en bambou. Eh oui, non mais, tu vois. Alors, ce marché permettra à l'Élysée de fournir ses restaurants et sa crèche en articles jetables de cuisine
en fonction de ses besoins sur la période 2023-2027 pour un montant maximal de 432 000 euros. Sollicité, la présidence de la République affirme que la plupart de ces produits concernés sont en papier ou en carton. La présence de plastique serait marginale. Oui, non mais c'est pas le coût. C'est le coût que ça revient cher, tu vois. Et ça fait des emballages, tu as vu? Ah oui, parce qu'il y a les normes d'hygiène. Ah oui, parce que jusqu'en 2023, il n'y avait pas de normes d'hygiène. Et là, maintenant, il y a des normes d'hygiène. Donc, voilà. Non, mais c'est bien, vous allez payer, on va payer pour 432 000 euros de vaisselle jetable. Bah, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous serez content, heureux. Voilà. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, nous avons terminé la semaine. J'espère que moi aussi, de mon côté, j'aurai terminé la semaine en vie. Et d'ici lundi, passez un bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.